téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette dernière édition de la semaine de votre programme Grand Tribu. Nous sommes heureux de vous retrouver ce vendredi dans le cadre de cet espace qui nous permet de comprendre l'information véhiculée par nos confrères de la presse écrite et en ligne. Et ce matin, pour le débrief de ces informations, nous avons sur ce plateau Victor Esso. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux amis panafricains et à tous les téléspectateurs de la chaîne internationale Afrique Média. Bonjour particulier à nos enfants, nos amis, les tout petits qui reprennent l'école d'ici lundi matin. Essayez de vivre votre dernier week-end des vacances un peu de manière enjôlée, mais préparez aussi mieux votre rentrée scolaire. On poursuit les présentations sur ce plateau. Narcisse Kim est également des nôtres. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Victor Issou. Bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Je profite de l'occasion aussi pour leur dire que l'Union internationale de la presse francophone installe dans la région du littoral cet après-midi aux environs de 14 h ici à Makepe le point focal dirigé par le journaliste Dipita Tango. Une cérémonie présidée par la présidente nationale Evelyne Orona, de notre grande consoeur de la CATV. Voilà pour ce qui est de l'information. Pour planter le décor, les téléspectateurs, nous nous rendons du côté du Gabon avec le journal Union qui parle de cette mafia des cosmétiques. Le journal fait savoir qu'entre le 19 juillet et le 21 août, plusieurs conteneurs de produits cosmétiques douteux ont été saisis, alors que l'agence du médicament du Gabon, la douane, la police et la concurrence et consommation ainsi que le parquet de Libreville travaillent en synergie pour bloquer donc ces conteneurs. D'autres, par contre, essayent de capoter cette opération, raison pour laquelle le journal parle de mafia. Gabon Review, ce matin, nous parle d'un triste anniversaire et nous fait savoir qu'à l'annonce le 31 août 2016 de la réélection d'Ali Bongo, avec 49,80% des voix, plusieurs émeutes et pillages avaient éclaté dans la capitale du Gabon, Libreville. L'Assemblée nationale avait été incendiée. Et dans la nuit du 1er au 2 septembre, le quartier général de Jamping avait été pris d'assaut par les forces de sécurité. Après donc 5 ans après donc ces malheureux événements, le site rappelle que l'émotion au Gabon est aussi vive, la frustration grande et la réconciliation aussi éloignée. À 2 ans de la présidentielle, il y a, selon ce site, tant de raisons de nourrir des inquiétudes. Gabon Review qui nous rappelle également que le 31 août dernier, Jamping a présidé une cérémonie de commémoration en la mémoire des victimes de ces drames. Il a fait savoir que le rêve reste le sien, à savoir la libération du Gabon. Alors Victor Esso, Gabon Review nous parle d'un triste anniversaire et rappelle que sur le plan sociopolitique, il y a toujours ces vives émotions ainsi que ces frustrations nées au lendemain de la réélection d'Ali Bongo, c'était en 2016. Tout à fait. Nos confrères de Gabon Review refont ici, là, on va dire quoi, commémorent cet événement tragique qui a secoué l'État gabonais et notamment les jeunes Gabonais, puisqu'il y a plusieurs qui sont morts, qui sont décédés durant les échauffourées post-électorales. Le but de la commémoration, c'est surtout rappeler à la mémoire collective les méfaits et les antagonismes qui peuvent souvent, et les extrémismes même qui peuvent souvent pousser à des pertes vraiment, comme on dirait, de bêtes. Parce que toujours mourir pour vouloir défendre un idéal ou bien la patrie, ce n'est pas toujours quelque chose qui peut être considéré comme logique. Donc, c'est à tout l'honneur de Gabon Review. On devrait saluer la mémoire de ceux qui ont disparu et surtout s'appesantir sur les causes pour que cela ne voilà. Et le Gabon Review rappelle également que le pays est à 2 ans de la prochaine présidentielle et qu'il y a
des raisons de nourrir les inquiétudes. Vous êtes de cet avis? Évidemment, évidemment, c'est pourquoi j'ai dit que c'est tout à leur honneur, puisqu'ils interrogent la conscience collective à l'orée, avec la perspective des élections dans 2 ans, pour que les masses populaires, les partis politiques, les gens de la société civile et même les médias travaillent pour que cela ne puisse plus se reproduire. On sait qu'il y a une certaine latence, il y a une certaine empathie, il y a une certaine méfiance les uns les autres. Vous savez, même si le président Ali peut être considéré comme quelqu'un d'une nouvelle génération, un nouvel souffle, il n'en demeure pas moins que c'est toujours le camp Bongo. Depuis le père des indépendances, c'est le même système du PDG qui continue. Depuis Léomba, passant par le père Bongo jusqu'à Ali, on a essayé certes d'impulser une nouvelle dynamique, mais on a gardé les mêmes attitudes ou réflexes dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, pour ceux qui ont... Moi, j'ai visité Libreville il y a 6 mois. Il y a plus de routes défoncées qu'à l'époque du père Bongo. Donc, c'est vous poser la question, est-ce que c'est la maladie du président Ali qui a dû refroidir les ardeurs ou bien la volonté de changer de cap? Est-ce que le système est tellement ancré et si harmonisé dans une approche népotiste qu'on ne pourrait pas assez taper dans cette fourmilière-là? Autant de questionnements existentialo-politiques gabonais qui devraient pouvoir permettre au landerneau politico-social du Gabon de pouvoir trouver des réponses à ces questionnements pour pouvoir planter le décor d'une élection saine, démocratique et fraternelle, notamment avec un président diminué. Est-ce que lui-même ne faciliterait pas la tâche pour ce jeu politique-là, avec peut-être la place à quelqu'un d'autre qui ne serait peut-être pas de sa famille. Pas du clan Bongo. Voilà, pour permettre aux jeunes Gabonais de repartir vers de nouveaux idéaux qui construira la République idéale de demain. Nous allons rester en tout cas en Afrique centrale. Nous quittons le Gabon pour le Congo avec les journal et dépêches de Brazzaville qui parle de croissance économique. Le journal nous apprend que le Congo attend le soutien des partenaires financiers et qu'au terme de sa mission de travail effectuée du 24 au 30 août à Paris en France, le Premier ministre congolais Anatole Kouliné Makosso a exprimé son optimisme quant aux grands défis que doit relever son pays dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, les traders, mais aussi la relance économique. Le journal rappelle que le chef du gouvernement, qui était à la tête d'une importante délégation constituée de plusieurs ministres, a participé à l'université du MEDEF. Il a profité de l'occasion pour présenter la carte des opportunités publiques congolaises pour lesquelles son gouvernement cherche à développer des partenariats avec le secteur privé. Du Congo au Tchad, c'est avec Journal du Tchad qui nous fait savoir via sa titraille que la présidence de la République déroule le tapis rouge aux ex-rebelles de l'Union des forces de résistance, en abrégé UFR. Les cadres civils et militaires du dit mouvement sont rentrés au Tchad depuis le 24 août dernier suite à l'appel des nouveaux hommes forts du pays. Ces anciens opposants armés ont été reçus en audience par le général Mahamat Idriss Déby qui a noté que le Tchad a trop souffert de guerres fratricides et de déchirures sociales et qui ont endeuillé les familles tchadiennes et retardé le développement socio-économique du pays. Alors Narcisse Ouma, je rappelle que lors de cette audience, le maréchal Idriss Déby Itno, qui préside le destiné du pays depuis le général, autant pour moi non le maréchal, le général Mahamat Idriss Déby, qui est donc le président qui assure la transition, a fait savoir qu'il invite ces ex-rebelles à contribuer au retour des frères politico-militaires qui sont encore réticents pour tourner ensemble définitivement la page de la guerre, de la déchirure et ouvrir une nouvelle page de réconciliation nationale pour qu'ensemble ils puissent construire un Tchad paisible avec tous les braves fils et filles du pays. Oui, je pense tout simplement qu'en acceptant de diriger le Tchad pour le moment, c'était l'un de ces défis, de faire réconcilier les Tchadiens à l'interne d'abord et après à l'externe.
Aujourd'hui, je pense tout simplement qu'avec cette initiative louable, hein, c'est même dans mon rêve personnel, je pense tout simplement que le jeune président va dans le bon sens et en demandant aux rebelles de FR de se rallier au pays, à la République, il faut aussi dire qu'il a fallu du temps. Il a fallu du temps quand vous regardez sur la photo ceux qui se combattent entre eux. Vous avez l'impression de ne rien comprendre. Parce qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui ne souhaitent pas que le Tchad soit en paix. Maintenant, avec cette main tendue, j'ai dit, j'ose croire que tous les rebelles devraient suivre l'exemple de l'UFR pour pouvoir laisser la population tchadienne vivre en paix. Mais aujourd'hui, on sait qu'à un moment, certaines autorités tchadiennes s'étaient opposées à ce que les groupes rebelles prennent part à ce grand dialogue. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le discours a changé. Oui, mais il faut comprendre que le politique a ce qui est d'impressionnant, c'est de tenir des promesses ou bien un langage qui n'aboutit jamais, il faut bien le dire ici sur ce plateau. Ceux qui croient aux politiques, parfois se mordent la langue. Est-ce qu'effectivement, ce n'était pas compte tenu de la situation préoccupante quand même dans le pays? Est-ce que ce n'est pas ça qui a effectivement poussé les membres de la transition militaire de revoir leur stratégie et d'inviter ces acteurs, ces autres acteurs politiques, à savoir ces membres des groupes armés, à prendre part à la table des négociations pour un but commun, à savoir amener une paix véritable, une réconciliation au véritable Tchad? Ce n'est pas ça. Si vous vous rappelez bien la passation de pouvoir, ça fait pas 2 secondes, je venais de vous dire ça. Il avait dit lors de sa prise de fonction qu'il allait tout faire pour réconcilier les Tchadiens. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce qu'il y a l'insécurité. L'insécurité existe dans la République du Tchad depuis des années, depuis les anciens présidents. Donc, ce n'est pas la panachée du nouveau président, du jeune président, non. Je pense tout simplement qu'il est en train de concrétiser. C'est dire, s'il était un homme politique, j'allais comprendre que, pour une fois, mais comme c'est un homme en tenue, qui met en application, qui implémente sa politique, j'ai dit félicitations. Donc ceux qui pensaient, en tout cas, ceux tapis dans l'homme qui ont toujours pensé que le Tchad ne pouvait pas tendre la main aux rebelles, j'espère qu'à l'heure où nous parlons là, ils se mordent vraiment la langue. En tout cas, on va rester en Afrique centrale, on va s'intéresser à une autre actualité. Pour cela, nous nous rendons au Cameroun avec le journal Le Cameroun Tribune qui parle de sport ce matin. Le journal revient sur les éliminatoires du mondial 2022 prévu au Qatar. Objectif Qatar, titre donc le quotidien camerounais qui rappelle à ses lecteurs que les Lions indomptables doivent affronter ce vendredi même l'équipe du Malawi. Le match se déroulera du côté du stade Olembe de Yaoundé. Un match qui sera également une sorte de baptême de feu pour ce joyeux architectural et qui, selon les Camerounais ou encore les autorités de la Fédération camerounaise de football, devra abriter la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute au mois de janvier. Toujours dans le cadre de cette information, le journal Le Messager nous fait savoir, se pose la question de savoir s'il y a un complot contre la presse sportive, car en effet, la Fédération camerounaise de football, au motif d'exécuter les protocoles Covid-19 en vigueur pour les matchs de la CAF et de la FIFA, n'autorise pas la présence du public et des médias ce jour au stade d'Olembe. Le journal précise qu'une telle décision tombe comme un coup de massue à quelques heures seulement du coup d'envoi de la partie, alors que des hommes de médias sont très nombreux à avoir fait le déplacement pour Yaoundé. Alors je reviens vers vous, Victor Isso. Est-ce qu'effectivement il n'y a pas lieu de se poser la question de savoir si il n'y a pas un complot ou dit derrière cette décision de la Fédération camerounaise de football qui dit s'appuyer sur les prérogatives prises par la FIFA en rigueur aux mesures prises pour la pandémie à Covid-19? Non, on ne pourrait pas subodorer d'un certain complotisme contre uniquement contre la Fédération camerounaise. Je pense à une note
général de la FIFA qui donne les mesures dans lesquelles les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde devraient se dérouler dans tous les États du monde. Vous voyez, dans les autres pays, c'est les mêmes choses. Mais maintenant, s'attaquer aux joueurs, on devrait poser plus de la question en quoi le journaliste peut contaminer un joueur. Je sais pas trop. On a limité les téléspectateurs à 200. Le stade de 60 000 places est assez vaste pour déployer les gens même à 500 mètres l'un de l'autre. Et les journalistes ont ceci de particulier que ils pourraient, on peut dire qu'on limite peut-être les interviews, mais on peut retransmettre le match, couvrir naturellement et s'organiser pour y faire face. Parce que pendant les compétitions, on l'a vu ici avec le CHAN, on fait les tests, on peut dire aux gens, bon, ok, si vous n'êtes pas vacciné, par exemple, vous ne venez pas. Si vous n'êtes pas vacciné, votre test PCR, vous ne venez pas. Ils viennent de faire une cérémonie 2 semaines avant sur le tirage où on a eu 500 personnes avec plusieurs médias venus du monde entier. Mais pourquoi 2 semaines après faire une retransmission avec des centaines de médias, etc., c'est quelque chose de compliqué. Non, je pense qu'il va falloir que la CAF, au nom des fédérations africaines, ait un peu plus de couilles, hein, passez-moi l'expression. Parce que c'est un peu trop du FIFA Intention. On sent un peu trop la FIFA dans les affaires. Écoutez, la pandémie, je comprends qu'on fasse une note globale, mais la pandémie n'a pas les mêmes effets dans le monde entier, dans tous les parties du monde. L'effet qu'il y a en Inde ou en Afrique du Sud n'est pas le même effet au Cameroun ou bien encore moins au Zimbabwe. Donc on ne pourrait pas dire de prendre une note qui n'est pas contextuelle. On devrait laisser la latitude à chaque fédération ou bien confédération de décider de l'approche dans la gestion de la pandémie. Qu'est-ce qui justifie au Cameroun qu'on en arrive là? Il n'y a rien qui le justifie. La pandémie au Cameroun n'est pas la même qu'en Inde, par exemple, où on est dans une situation grave avec, ou bien en Afrique du Sud, où on vient de découvrir un nouveau variant. Alors, Narcisse Oum, aujourd'hui, le journal Le Messager revient sur cette information qui a été très mal prise par les hommes de médias au Cameroun, qui étaient nombreux à se rendre dans la capitale Yaoundé pour prendre part à ce match préparatif pour la Coupe du Monde 2022 prévu au Qatar, qui devait également être une sorte de baptême de feu pour les Lions indomptables en ce qui concerne le fameux stade d'Olembe. Alors, selon vous, cette décision ou encore la raison évoquée par la FECAFOOT qui précise exécuter les protocoles Covid-19 en vigueur pour les matchs de la CAF et de la FIFA, selon vous, est fondée? Oui, mais là, je réponds en tant que président d'honneur de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Il est inadmissible depuis plus de 25 ans que j'exerce ce métier qu'on me dise que la presse n'a pas accès. La presse n'a pas accès, pourquoi? Apparemment, le ministère cache quelque chose au niveau du stade. Les confrères présents hier au stade ont remarqué que des goals, on démontait les goals, on ne sait pas où ces goals partaient. Autre chose, nous avons comme d'habitude, chaque fois qu'il y a des rencontres internationales, accès pour 15 minutes. Les 15 minutes ont été respectées. On a l'habitude de le faire et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons décidé, par le biais du président régional, Marc Chouamo, qui est le président exécutif de l'association des journalistes sportifs du Cameroun, branche littorale, qui a pris sur lui, avec le concours des confrères de Yaoundé, de boycotter la conférence d'avant-match. Puisqu'il ne peut pas avoir une conférence d'avant-match et pas après-match. Il y a une commodité. Parce que quand il y a une conférence avant, il doit avoir après. Nous avons pris sur nous de boycotter cette conférence de presse. En boycottant, nous avons envoyé des communiqués au ministère des Sports. Pourquoi la conférence de presse a-t-elle été boycottée? Je vous ai dit parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient personne au stade. Ils ne voulaient aucun média. Nous sommes accrédités. Moi, personnellement, je me suis accrédité. Ils disent que pour Covid. Mais il y a un problème. Nous couvrons les matchs de la RCA, Cap-Vert à Douala, avec des spectateurs centrafricains, avec des journalistes, avec tout ce monde que vous pouvez connaître à Douala. Pourquoi
Pourquoi Douala, Japoma est ouvert au public? C'est la question. Et aux médias. Pourquoi Yaoundé est fermé aux médias et au public? Et ça fait pas une heure de temps, ils ont la fédération, le ministère a pris sur lui de communiquer sur le nombre de personnes habilitées à être au stade dimanche. Est-ce que vous connaissez le nombre? Le nombre, c'est 50. Madame Michel, quand vous parlez de 50, l'effectif de chaque équipe dépasse 22. En conclusion, sur les 50, c'est une manière de continuer à insulter la presse. C'est inadmissible cela. Quelle couverture, quel match dans ce monde, sur cette planète Terre, peut être joué sans la presse? Je dis bien, on dit 50 places. Et quand vous regardez les 50 places, vous faites les totaux des deux équipes. C'est déjà plus de 50. Le ministère se moque de qui? Ce n'est pas la CAF. Si c'était la CAF, en Europe, attendez, la pandémie existe dans toute la planète Terre. En Europe, les gens jouent à 50 000 places. Dans le même Cameroun, à Douala, à Japoma, il y a plus de 5 10 000 personnes au stade. Pourquoi ce match? Pourquoi le match de Lembe crée des problèmes entre les journalistes et le ministère en question? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose que les gens cachent. En conclusion, ce que je vais dire sur ce plateau, le ministère a dû tromper le président de la République que ce stade est prêt. Pourquoi aller faire jouer ce match à Olembe alors que Fandena est là? C'est la question. Pourquoi interdire aux médias d'aller couvrir cet événement qui, pour la première fois, il faut le préciser sur le plateau, les journalistes découvrent le stade. En plus, les Lions et notables du Cameroun découvrent aussi le stade. C'est inadmissible. Ce match devait être un match inaugural. Inaugural, de deux côtés. Pour nous, les journalistes, et pour les joueurs à la question. On ne sait pas ce que le ministère cache. Mais je dis, il y a quelque chose qui cloche et qu'on arrête de marginaliser les journalistes. Ce n'est pas la première fois. Il faut qu'on arrête. Vous rejoignez donc certainement la ligne prise ce matin par le journal Le Messager qui revient sur les zones d'ombre de cette décision prise par la FECAFOOT qui dit s'appuyer sur les notifications de la FIFA en ce qui concerne les mesures prises pour contenir la pandémie. Voilà, et vous revenez effectivement sur ce match qui s'est joué du côté de Douala et où le public a été autorisé à participer ainsi que les hommes de médias. Autant d'interrogations donc, nous restons au Cameroun en tout cas avec le journal du Sahel qui lui parle d'insécurité dans l'extrême nord. Le journal nous fait savoir que le Nigeria veut rapatrier 1309 ex-Boko Haram. Le journal rappelle que 12 officiels nigérians sont venus au Cameroun mercredi pour négocier les conditions de retour de ces ex-combattants dans la région de l'extrême nord. Des ex-combattants qui, en croyant le journal, auraient déposé les armes et étaient accueillis dans ce centre de démobilisation, de désarmement et de réinsertion en abrégé DDR de Méry et de Mora, deux localités dans la région donc, de l'extrême nord. Alors, Victor Isso, on peut parler d'une bonne nouvelle ou encore des retombées de cette réunion qui a eu lieu du côté d'Abuja au Nigeria où le Cameroun et son voisin se sont concertés pour des mesures afin de contenir déjà la circulation des armes dans les régions en crise du nord-ouest, mais aussi d'intensifier la lutte du côté de l'extrême nord contre Boko Haram. Tout à fait. Écoutez, dans la vie des peuples, il y a toujours ce côté bon voisinage qui permet effectivement de réguler les échanges, dynamise même la vie, la collaboration entre les différentes populations. Donc il était de bon temps que le Cameroun et le Nigeria réhabilitent ou bien redynamisent la commission mixte Cameroun-Nigeria sur la sécurité et la préservation des frontières. Vous savez que le Cameroun partage pratiquement sur 5 régions sur 10 les frontières avec le géant voisin et tout concourt à une certaine symbiose, que ce soit au niveau même politique et économique. Notamment, il y a 3 régions du septentrion qui font, je dis tous les 5 régions,
font pratiquement la majeure partie de leurs échanges avec le Nigeria, leurs échanges économiques. Vous voyez, quand vous êtes dans cette zone frontalière, il y a des produits qu'on ne retrouve pas dans les autres 5 régions. Il y a des produits qui se trouvent dans les 5 régions qu'on ne retrouve pas dans les autres 5 régions avec le Nigeria voisin. Donc c'est pour vous dire que logiquement, le Cameroun devrait pouvoir partager une monnaie commune avec le Nigeria et créer même une union économique et douanière, parce que tout concourt à ce que cela soit ainsi. Donc, réhabiliter et redynamiser la commission mixte était donc un impératif, et vous voyez qu'il y a déjà des retombées, notamment le rapatriement de ces ex-combattants de la secte islamiste et djihadiste Boko Haram, qui un peu laminés, mais ne s'avouent jamais vaincus avec des rapts et se réorganisent même. On se souvient du dernier attaque du mois dernier où des militaires ont perdu la vie et où des combattants ont pris tout le temps nécessaire pour repartir, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de dormir, de prendre des armes, de traverser la frontière en toute tranquillité. Donc, cette commission donc, a ce travail à faire et devrait pouvoir aller en s'intensifiant, notamment dans la collaboration pour ce qui est du Cameroun contre les sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest, et pour ce qui est du Nigeria contre les Bakassi Fighters, ces pirates maritimes qui excellent dans les eaux internationales camerounaises, et puis la secte islamique Boko Haram. Non, c'est une collaboration qu'on devrait saluer et encourager et pousser nos dirigeants à aller au-delà même de ce qui est à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà. On va rester toujours au Cameroun avec le journal Info à chaud. L'Info à chaud nous fait savoir qu'un employé de Camille Toyota veut mourir. Le journal rappelle que Camille Toyota a procédé à un licenciement massif de ses employés. Et bien, selon cet employé qui a donc décidé de faire une certaine grève de la faim, il dit non aux abus du groupe. Selon lui, de nombreux nationaux ont été licenciés alors que les expatriés ont gardé leur poste, des expatriés qui sont d'ailleurs très bien payés. Alors Narcisse Oum, le plaidoyer de cet employé de Camille Toyota licencié. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous surtout de toutes ces dénonciations, à savoir licenciement abusif? Les employés se plaignent quand même d'avoir été licenciés à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Mais ce qui fait encore mal, selon M. Abina, puisqu'il est président d'une ligue de consommation, dans sa sortie, il dit que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Grégoire Wona, a cautionné cette mascarade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et qu'à une veille de rentrée scolaire, je crois que c'est une trentaine d'employés, tous sont des Camerounais, qu'il n'arrive pas à comprendre ça. Lui-même est victime. Pas parce qu'il est président d'une ligue de consommation, lui-même est victime. Et il n'arrive pas à digérer. À quelques heures, il ne faut pas dire à quelques jours, à quelques heures de la rentrée scolaire, et comme mettre ses parents en chômage. Imaginez-vous. Attendez. Si ça veut dire que le ministre a cautionné cela, c'est qu'il y a un problème. Un très grand problème. Et je connais le ministre Ngero Wona. J'ose croire qu'il n'a pas fait. Peut-être s'il a fait, il n'a pas fait exprès. Parce que c'est inadmissible. En tant que père de famille, il ne devrait pas le faire. Moi, dans le cadre du syndicat, puisque je président d'honneur du syndicat, même si je suis l'ancien président du SNJC, dans ce cadre, j'ai eu à le rencontrer pendant sa visite à Douala, où il réglait les problèmes de Citrafer. Je l'ai vu à l'œuvre plusieurs fois dans des entreprises, où il a toujours mis en exergue le dialogue. Je suis donc surpris ce matin, en tout cas depuis une semaine, qu'il peine sur lui de cautionner une mascarade. Nous sommes souvent habitués à dire mascarade électorale, mais ça c'est une mascarade envers les parents. C'est inadmissible. Donc en tant que syndicaliste, comprenez mon courroux, je suis contre. Il faudra que justice. Mais le groupe, on le rappelle, évoque des difficultés économiques. Pourquoi le groupe évoque les difficultés économiques? Pourquoi le même groupe ne peut pas faire rentrer dans leur propre pays ceux qui touchent des gros salaires? C'est la question. Mais, madame, si vous avez une entreprise,
Prenez le cas des équipes. Attendez, on prend l'équipe simplement comme le Barça. Vous savez pourquoi Messi est parti? Vous savez pourquoi Piqué est resté? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que c'est le gros salaire que vous libérez. Ou ces gros salaires acceptent prendre la moitié de sacrifice pour qu'on paye les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Il est inadmissible qu'on fasse partie de ceux qui n'arrivent même pas à toucher 200 000 francs CFA et qu'on laisse ceux qui touchent des millions. C'est là où il y a discrimination. C'est inadmissible. Pourquoi ne pas dire apartheid? C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas me dire crise économique et que ceux qui touchent des millions sont encore en entreprise. Non. La solidarité devrait prôner. On devrait dire ceux qui touchent des millions, dorénavant, en attendant. Le syndicaliste vous avez précise qu'aucun expatrié n'a été frappé par cette note de licenciement. Selon vous, le ministre camerounais aurait donc dû faire preuve quand même de patriotisme et voilà, plaider en faveur des conditions de ces Camerounais et qui se plaignent d'ailleurs. On peut voir parmi les plans pancards le salaire d'un expatrié égal à celui de 12 Camerounais. Alors, Victor Esso, vous aimeriez ajouter quelque chose à la suite des propos? Oui, tout à fait. Comme Narcisse dit que le ministre agit par erreur. Un ministre de la République doit être sérieux et on n'agit pas par erreur. S'il savait. Écoutez, pour licencier les gens, vous écrivez au ministre en question et vous notifiez, vous motivez les raisons qui vous poussent à vouloir licencier. Et le ministre est censé vous répondre avant que vous puissiez envoyer les notes aux employés. Donc si les employés ont reçu des notes, ça veut dire que le ministre a validé. Ça ne se discute pas. Maintenant, la loi camerounaise même en matière d'employabilité des étrangers est claire. On ne peut pas permettre qu'un étranger travaille quand il y a des Camerounais de la même compétence qui sont, qui sont en chômage. Et c'est le ministre de la formation professionnelle qui autorise. Moi, j'inviterais simplement ces employés-là et leurs syndicats à contacter le ministre Issa Chiroma et tous ceux qui sont victimes, parce que c'est légion, mais malheureusement, les employés au Cameroun ne sont pas... Non, pas Grégoire Wona. On parle de celui qui octroie la possibilité de travailler aux étrangers. On ne parle pas du ministre du Travail qui gère les aspects sociaux. Ils doivent d'abord dénoncer ces étrangers-là et prouver qu'il y a quelqu'un, il y a des Camerounais qui ont le même niveau, qui pourraient travailler. Parce que ça pose le problème, ça pourrait résoudre le problème dans le fond. Parce qu'un étranger, vous imaginez bien, même si c'est une multinationale, elle ne peut pas, c'est-à-dire que c'est la loi camerounaise, elle ne peut pas employer des gens qui touchent 50%, 60% de la masse salariale globale et vouloir licencier les 40 autres %. Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans un pays, il y a des lois et règlements. Voilà, effectivement. Donc, j'invite donc les employés et tous les autres Camerounais victimes dans les entreprises et autres multinationales de ce type d'abus, de contacter plutôt le ministre de la formation professionnelle, qui est celui qui signe l'autorisation d'employer des étrangers pour dénoncer cela et prouver en dénonçant qu'effectivement, il y a des Camerounais qui peuvent faire exactement ce qu'ils font. On va rester nous allons rester au Cameroun avec le journal L'économie qui parle de l'exploitation minière et nous fait savoir que le gouvernement interdit le travail des enfants mineurs dans les sites. On poursuit avec un autre journal. Nous allons laisser l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest, cette fois-ci avec ce quotidien malien qui parle de l'insalubrité qu'on note dans le marché de Bamako. Insalubrité qui fait malheureusement fuir les usagers. Toujours du côté du Mali, le journal Challenger accorde ça une à Tchèque Mofié Diarra qui tacle le gouvernement. Selon lui, si les membres du gouvernement de transition ne sont pas capables, eh bien, ils doivent partir. L'homme politique revient sur ces délais, à savoir celui de l'organisation de la présidentielle qui aujourd'hui semble être sujette à interrogation du côté du Mali. Toujours au Mali, le journal Le Point revient également sur le respect du délai de la transition et nous fait savoir qu'il y a des raisons d'inquiétude. Alors, Narcisse Oum, aujourd'hui, la presse et une certaine frange de la classe politique malienne montre créneau contre les autorités de transition, les appelant effectivement à respecter les délais de la transition, mais au vu de tous les défis que présente aujourd'hui, dont fait face aujourd'hui cette transition,
Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des risques de s'inquiéter que les délais qui avaient été donnés, finalement, ne soient pas respectés? Non, non, les délais ne seront jamais respectés. Parce que Goïta, ces jours-ci, il y a beaucoup de problèmes. Il y a au niveau du nord l'insécurité galopante, il y a les attentats, comme je disais tantôt. Donc je ne pense pas, on ne peut pas, ils ne peuvent pas pour l'instant respecter leurs promesses. Je dis, c'est inadmissible. Nous le savons très bien. Et la preuve que depuis un certain moment, Assimi Goïta ne parle plus. Si vous avez fait remarquer, c'est le seul président qui ne parle pas. Il observe, il regarde, il prend des notes parce qu'il est apparemment, il aurait été conditionné. Quand vous le voyez dans son mutisme, ce n'est pas parce qu'il veut. Il est dépassé aussi par les événements. Il y a la crise sociale, il y a les ONG derrière lui, il a l'insécurité. Vraiment, qu'on les laisse encore un peu de temps, ils ne pourront pas respecter. Ils ne pourront jamais. Donc, qu'on donne encore même un an, pour pouvoir même un an. Le cas du Mali est vraiment spécifique. Ils ne pourront pas, ça il faut être honnête. On reste au Mali, nous restons en Afrique de l'Ouest, nous quittons le Mali pour le pays, le journal Le Pays, qui est un journal burkinabé. Le journal revient sur la fermeture du lycée Philippe Zinda Kaboré et nous fait savoir que fermé en mai dernier suite à une violente manifestation d'élèves qui avait occasionné le saccage de certains bureaux et l'incendie du véhicule du proviseur. Ce lycée, à savoir le lycée Philippe Zinda Kaboré, n'ouvrira pas ses portes à l'occasion de la rentrée des classes qui se profile donc à l'horizon. La décision a été prise par les autorités du ministère en charge de l'éducation nationale et de la promotion des langues. Et le journal nous fait savoir que le personnel de cet établissement scolaire met en garde le ministre Ouaoro. Selon lui, cette mesure est lourde de conséquences. Alors, toujours en Afrique de l'Ouest, du côté de la Côte d'Ivoire, le journal Le Jour nous fait savoir qu'il y a un renouvellement qui se profile à l'horizon au sein de la classe politique ivoirienne. Le journal va plus loin et livre à ses lecteurs des détails sur ce que réserve Alassane Ouattara à Gbagbo et à Bédié. Le journal nous apprend également que le poste de la vice-présidence de la République sera supprimé. On va marquer une pause effectivement pour nous intéresser avec vous, Victor Esso, sur cette actualité au sujet de la politique ivoirienne. Le journal Le Jour nous fait savoir que Ouattara prépare quelque chose à ses ex-rivales, à savoir Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. On sait que ces trois personnalités ont eu des échanges. Il y a eu des échanges Gbagbo-Ouattara, des échanges entre Bédié et Gbagbo ou encore Bédié et Ouattara. Alors aujourd'hui, d'aucuns avancent effectivement que ces deux personnalités, que sont Gbagbo et Bédié, pourraient avoir des propositions de la part du président Alassane Ouattara afin de participer de manière active à la gérance du pays. Au-delà des propositions, mais je pense que c'est surtout sur l'avenir du pays que voudrait tabler le président Ouattara, qui, lors de la dernière élection présidentielle, n'a pas caché. Il a dit clairement, il refait la politique parce que tant que ces vieux briscards, c'est-à-dire que le président Bédié et le président Gbagbo sont en politique, il va refaire la politique. Donc, il voudrait leur proposer un nouveau deal qui permettrait à ce que chacun d'eux propose de nouveaux hommes pour animer la classe politique. Parce qu'ils sont là depuis les années d'indépendance. Proposer des nouveaux hommes, est-ce qu'eux, ils ne pourraient pas effectivement assumer certains postes? Non, ils ont déjà tous les prérogatives que donne la loi que le président Ouattara a modifié. C'est-à-dire que, écoutez, un ex-chef d'État en Côte d'Ivoire, c'est 22 millions de francs CFA avec des chauffeurs, des véhicules de fonction, des villas de fonction, des villas de campagne aussi, des personnels d'appui, c'est-à-dire que bonnes, jardiniers, etc., etc. Non, il leur a déjà donné. Maintenant, les uns et les autres peuvent avoir des rôles honorifiques et au-delà de leur expérience comme médiateur national, peut-être pour le président Gbagbo Laurent, comme PCA peut-être, ou bien président du Conseil des affaires économiques pour... Non, c'est les gens qui se connaissent bien, qui ont cheminé ensemble, qui, au gré des intérêts ou du temps, ont fait des alliances tactico-politiques. Non, ils se connaissent, mais je pense que le président Ouattara l'avait dit clairement, tant que ces deux seront en politique, lui, il va rester en politique. À ceux qui demandaient pourquoi, lui qui avait dit qu'il ferait juste un mandat,
il a dit pourquoi. Parce que il disait qu'ils se connaissent. Quand il le dit, il sait pourquoi il le dit. Ils savent tous qu'ils ont une logique, c'est des boulangers. Ils n'ont pas cette une même approche idéologique de la gestion des affaires du pays, mais ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, des boulangers. C'est-à-dire que pour lui, ce ne seraient pas des gens qui vont tenir parole, puisque lui-même, il ne tient pas parole. Donc, et c'est pour ça qu'il voudrait, sûrement il travaillerait, d'après ce que j'ai eu à lire hier sur la presse, il travaillerait sur un projet de New Deal politique ivoirien qui proposerait à ses leaders de la vie politique ivoirienne de permettre à une certaine génération d'émerger. Hein, c'est pourquoi vous pouvez voir le milliardaire et trubliant homme d'affaires Billon qui s'échauffe déjà au niveau du PDCI. Oui. Vous avez vu que l'autre n'a pas lâché au FPI. Tout ça, c'est parce qu'ils savent le projet du président Ouattara qui est... Non, mais au-delà de tout, il faudrait dire que la société ivoirienne, surtout la politique ivoirienne, a besoin de ça. Taire les peurs, taire les meurtrissures, repartir. Surtout que le pays, au-delà de ses chiffres de croissance et sa bonne santé économique, vient de découvrir comme ça une manne pétrolière qui devrait permettre que pour les 15 prochaines années, dès qu'elle sera mise en exploitation, le pays bénéficie d'au moins 50 000 milliards, ce qui devrait booster encore la richesse du pays et la croissance économique. Donc, le pays a besoin de paix, mais de paix durable pour définitivement devenir le Singapour d'Afrique que tous ces trois leaders appellent de leur vive voix. Et en parlant donc de ce désir de paix, le journal Le Jour revient sur un autre acteur politique, à savoir Guillaume Soro. Le journal nous fait savoir qu'après sa fronde, Guillaume Soro semble être revenu à de meilleurs sentiments car il a demandé pardon à Ouattara. Génération Nouvelle, ce matin, nous parle également de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le journal qui parle de réconciliation nationale nous livre des vérités sur la haine de Ouattara contre Guillaume Soro. Alors, Narcisse Oum, on a ces deux unes, donc l'une, à savoir celle du journal précédent, qui nous fait savoir que Soro aurait demandé pardon à Alassane Ouattara, et le journal Génération qui nous fait savoir que du côté d'Alassane Ouattara, il y a encore du ressentiment en ce qui concerne son ancien associé. Oui, il a été obligé de demander pardon. N'oubliez pas que ces deux-là, ce sont ces deux-là qui ont mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Se réconcilier, je crois que c'est pas là, c'est peut-être une moquerie pour les Ivoiriens. Si aujourd'hui Soro demande pardon à son patron dans la rébellion, le président de la République de son pays, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu des pressions. Madame, n'oubliez pas que quand même si vous avez des milliards, que vous êtes hors de votre pays, vous êtes très mal à l'aise. Mieux vaut être chez vous, pauvre. Étant jeune, voulant se faire revivre la politique dans son pays, il est dans l'obligation pour l'instant de demander pardon. Mais je dis bien sûr pardon, c'est un pardon de dupe. Selon vous? Ces deux-là ont des comptes à régler. Ces deux-là, c'est un couple. Moi, je pense tout simplement que c'est pour faire plaisir aux panafricains, c'est pour faire plaisir aux millions d'Ivoiriens, mais personne n'est dupe. Nous savons tous que ces deux personnes ont versé du sang en Côte d'Ivoire. Maintenant, si c'est réconcilié, tant mieux. On va rester toujours en Côte d'Ivoire. Nous parlons d'autre chose avec le journal L'Avenir qui revient sur cette importante découverte majeure de pétrole. Le journal nous dit ce que gagne la Côte d'Ivoire. À lire ce matin, les éclairages d'un expert. Et selon le journal, Ouattara a réalisé le rêve d'Oufouette Boigny. Alors, Victor Esso, vous évoquiez tantôt la découverte de cet important gisement de pétrole et de gaz au large même de la Côte d'Ivoire et qui va conforter la Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc l'exploitation de ces deux ressources. Alors, le journal, nous allons nous intéresser à une autre une qui revient également, celle après l'Avenir. Le journal après l'Avenir
Le journal Le Miroir, voilà, nous fait savoir qu'après la méga découverte de gisement, la Côte d'Ivoire va vers un avenir pétrolier radieux. Alors, est-ce qu'effectivement, cette découverte, si certes elle assure à la Côte d'Ivoire un avenir radieux, ne va-t-elle pas aiguiser les appétits de ces autres nations qu'on qualifie souvent sur ce plateau de prédatrices? Bah, écoutez, votre question, elle est plus sérieuse que vous-même vous ne pensez, parce que c'est une question de fond. La question de la gestion de la manne pétrolière a toujours été, dans le monde en général, mais en Afrique surtout, comme considérée comme un malheur. La Côte d'Ivoire, c'est la première puissance économique de toute l'Afrique francophone subsaharienne. Ça ne se discute pas, avec des chiffres et astronomique dans la production, dans les productions agricoles. C'est-à-dire que qui fait travailler les forces et les hommes. C'est-à-dire que 1 300 000 tonnes de cacao, 250 000 tonnes de café, 300 000 tonnes de bananes, 400 000 tonnes d'anacardier. On a parlé même de 500 000 cette année. 300 000 tonnes de coton, 200 000 tonnes d'ananas, 50 000 tonnes de fruits outre-Atlantique. Donc, je préfère m'arrêter là pour que vous compreniez. Et on n'est même pas rentré dans les productions qui rentrent pour faire le photo ou la checker, etc. Donc, c'est pour que vous compreniez l'impact de la production agricole dans l'économie ivoirienne. Et il faudrait craindre que cette découverte ne pousse les politiques ivoiriens à abandonner leur principal manne qui permet à la Côte d'Ivoire, bon an, mal an, malgré toutes les crises, même pendant les crises pendant 10 ans, elle a toujours été en croissance à cause de ses acquis. Donc, le pétrole pourrait-il être un malheur? Oui, il pourrait être un malheur. Surtout quand on sait le système néocolonial et endocolonial qui fait, avec cette malédiction du franc CFA, que la France garde 50% des réserves d'échange. Vous savez, quand vous vendez vos produits, les autres les achètent avec des devises, mais vous commercez avec vos devises. Donc il faut qu'il y ait de l'argent pour permettre ces transactions-là. C'est ça qu'on appelle le compte des opérations. Mais quand la France garde la moitié, quand elle garde la moitié, ça devrait, par exemple, selon les chiffres, nous qui avons fait l'article dessus, selon les chiffres qui nous ont été communiqués dans ce communiqué, quand on a fait une analogie simulative, on se rend compte que c'est plus de 50 000 milliards qu'en 15 ans d'exploitation que ces réserves pourraient donner. Ça veut dire que la France garderait, si je m'en tiens aux nouveaux accords pour le nouveau ECO qui va remplacer le CFA, la France va garder 25 000 milliards dans le compte des opérations. Là, ça pose effectivement la problématique de ce que vous disiez tantôt, de votre question. Est-ce que les États prédateurs ne vont pas... Effectivement, ils vont mettre. Mais en fait, ça confirme aussi que, comme le disait le précédent journal, Le Rêve d'Oufouette, ça confirme que la Côte d'Ivoire a un gros potentiel pétro-gazier. Mais ça peut aussi être un boule de neige. Je vous rappelle que la société Eni, le pétrolier gazier Eni, italien, d'origine italienne, était déjà là dans les années 92 quand le père Oufouette avait ce rêve-là. Avait dit non, c'était compliqué, c'était pas sûr qu'il y ait de la production. Maintenant qu'ils sont revenus dans les années 2000 et ils confirment la production avec ces premiers grands gisements, ça pourrait appeler d'autres acteurs du secteur aussi. Donc c'est à double tranchant. Donc ça peut mal se gérer. Si c'est mal géré, ça peut mal se faire. Ça ne peut pas profiter à la population ivoirienne si c'est mal géré, mais ça peut aussi attirer d'autres opérateurs économiques qui devraient pouvoir trouver la Côte d'Ivoire comme un Eldorado. Mais je peux vous assurer que c'est une manne si on garde les fondamentaux, on continue de développer les fondamentaux. C'est une manne qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de véritablement booster son développement parce que, contrairement à nous en Afrique centrale, même quand ils détournent, ils ne le font pas de manière aussi prébandier comme nous le faisons. Alors, Narcisse Oum, vous êtes également appelé à faire une analyse sur cette information qui nous est véhiculée ce matin, depuis hier déjà, par de nombreux journaux ivoiriens. Le journal Avenir est revenu à la charge ce matin. Le journal Avenir qui nous explique voilà, ce que la Côte d'Ivoire va gagner en ce qui concerne la découverte majeure du pétrole au large de cette côte. Oui, selon nos confrères de Jeune Afrique, c'est à 2000 mètres de profondeur, à 65 km de large du Ghana, que
la société ENI, qui est basée à Milan, a découvert cette manne d'or. Une manne d'or que j'ai peur pourra faire revivre, s'il faudra qu'on croise les doigts, des tensions politiques dans le pays. Vous savez, avec cette découverte, n'oubliez pas que les pays où il y a toujours Iran, Irak, c'est toujours à cause du pétrole. Souhaitons simplement au peuple ivoirien de se ressaisir, de ne pas oublier l'agriculture, pour se focaliser, oui, comme M. a dit, pour se focaliser. Le pétrole est souvent générateur d'une certaine malédiction, des malédictions, des conflits, des guerres. Oui. Là, il faudra qu'on essaye un peu de rappeler à nos frères ivoiriens de ne pas oublier l'agricole. L'agricole qui fait la fierté, surtout le cacao, le café, la fierté de la Côte d'Ivoire dans le monde, pour ne pas dire en Afrique. Donc, avec cette découverte, je pense tout simplement que les Ivoiriens devraient se réconcilier. Parce que s'ils ne se réconcilient pas, je dis, j'ai peur que les politiques prennent cette découverte par les cornes et nous connaissons la suite. Donc, 20 ans après, ils ont du pétrole et que cette fois-ci, Total, nous attendons aussi Total, parce que Total est dans le dossier, dans d'autres découvertes. Mais l'ENI a eu cette chance d'avoir découvert cette mine, cette manne. Croisons les doigts et que les politiques s'en servent pour le bien de la population ivoirienne. On termine très rapidement avec le journal marocain Le Matin. Le journal marocain Le Matin, c'est la réalisation, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir cette une, la dernière de cette édition. Le journal nous fait savoir qu'il n'y a aucun effet indésirable à long terme en ce qui concerne les vaccins anti-Covid. Ce sont les assurances désespèrent, écrit le quotidien marocain, qui souligne que la méfiance vis-à-vis des vaccins anti-Covid a la peau dure et se trouve aujourd'hui confortée chez certains par la rapidité qui a marqué le développement de ces vaccins et de leur mise sur le marché. Alors je reste avec vous, Narcisse Oum. Effectivement, on sait que ces deux arguments sont souvent évoqués par les anti-vaccins. Qui disent que ces vaccins anti-Covid ont été découverts très rapidement et très rapidement mis également sur pied sur le marché, d'où la méfiance contre leur efficacité. Mais aujourd'hui, le journal Le Matin marocain nous fait savoir que selon les experts, il n'y aurait pas d'effet indésirable à long terme. Oui, mais quand on dit les anti-Covid, anti-vaccins, non. Ce n'est pas anti-vaccins, c'est des professeurs en médecine. Nous ne sommes que on exécute simplement, nous ne sommes que des cobayes. Si ceux-là qui ont été à l'école pour faire des recherches, des professeurs qui disent que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on découvre un médicament contre une pandémie, surtout le vaccin, en moins d'1 an. C'est jamais vu. Ça veut dire qu'en conclusion, nous qui acceptons le plan, nous sommes des cobayes. C'est à partir de nous qu'on saura si ce vaccin tient route. Donc, je pense tout simplement que dire qu'il n'y a pas des effets secondaires, non, il y en a. Quand vous regardez par exemple les chaînes de l'Occident, il y a des médecins, puisqu'il y a le président Macron qui a pris sur lui de demander à ses patriotes de se faire vacciner obligatoirement. Alors que nous savons très bien que ce n'est pas obligatoire. Oui. Il a donc fait, j'ai vu des médecins sur leur chaîne de télévision se plaindre. Si un médecin se dit... De nombreux personnels de la santé. Je parle bien, des personnels, des médecins, des professeurs disent que je veux me faire vacciner parce que je ne veux pas perdre mon emploi. C'est inadmissible. Il dit, mais dans les normes, il devrait attendre 3 à 5 ans, 10 ans. Le vaccin, c'est 10 ans. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau, on parle de vaccin anti-Covid. Le sida n'a jamais de vaccin. Le paludisme qui tue des millions chaque année n'a pas encore de vaccin. Qu'on arrête. C'est un business des firmes pharmaceutiques. C'est ce qu'on doit condamner. Mais aujourd'hui, le monde entier devient des cobayes. Et quand on nous dit, est-ce que vous êtes sûr que les vaccins administrés en Occident sont les mêmes vaccins qu'on administre en Afrique? C'est la question. C'est ça la question. Mais vraiment qu'on arrête. Nous sommes des cobayes, nous acceptons être cobayes, mais Dieu, tout le monde aura un salaire chez Dieu. Merci donc pour cette dernière analyse. Merci à vous, Narcisse Oum, d'avoir répondu présent à cette édition de Grande Tribune. C'est moi qui vous dis merci. Et après, là, comme vous êtes tantôt, je crois très bien que vous n'êtes pas encore membre de l'Union internationale de la presse francophone. Nous en reparlerons. Je vous invite donc, après cette émission, l'installation aura lieu tout à l'heure ici à Matepe. Député Tongo, le point focal reprend ces choses. Moi, je suis un vice-président sortant. Je serai peut-être dans une commission.
je vous invite à venir écouter Evelyne Owona de la CIA TV qui est présidente de l'Union internationale de la presse francophone, section camerounaise. Une invitation également à l'endroit de tous nos confrères qui nous écoutent, notamment ceux de la presse écrite. Voilà. Alors, Victor Esso, merci également à vous d'avoir été là tout au long de cette semaine. Merci aux amis téléspectateurs qui suivent fidèlement cette émission et merci à vous pour votre boule d'énergie. Ce n'est pas toujours facile de produire un programme matinal et d'intervenir encore dans d'autres programmes. Donc, courage et à vous et à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Merci, comme je le disais, à toute l'équipe technique également qui était des nôtres tout au long de cette semaine. Fidèles téléspectateurs, nous vous remercions également de votre fidélité à nos programmes et nous espérons vous retrouver lundi prochain, toujours dans le cadre de ce programme.